Chapitre 16. Vous allez bien? La question amena un sourire sur les lèvres de l'inquisitrice. À part que ma pile à licanium est déchargée, que je suis aux trois quarts paralysé et que je crois que, si je ne deviens pas folle, je vais me réveiller en hurlant quelques nuits durant, ça devrait aller. Elle engloba d'un regard les ecchymoses qui marquaient le visage de Marius et le sang qui coulait de son nez tuméfié. Et vous? Un sourire sauvage étira les lèvres du commissaire. Mieux que notre ami Marcel. Pour illustrer son propos, il leva un des bras mécaniques du garde du corps et l'agita devant ses yeux. Une prise de guet? Demanda Myrdath. Voyons, une pièce à conviction, rectifia Marius dont l'attention s'égara sur la salle. Quel carnage! J'en ai pourtant vu un rayon depuis que je fais ce boulot, mais là... Je n'ai pas réussi à l'empêcher, murmura Myrdath comme elle aurait avoué une faute. Il la corrigea aussitôt. Ça aurait été bien pire si vous n'aviez pas été là. Il reporta ses yeux sur elle pour affirmer. Vous êtes une sacrée nana, votre sainteté, moi je vous le dis. Un sourire ourla les lèvres de l'inquisitrice. Venant de vous, je vais prendre ça pour un compliment? Ils se fixèrent un long moment. Quelque chose entre la gêne et un autre sentiment passa dans leurs regards. Marius ouvrit la bouche et s'apprêtait à répondre quand une voix s'éleva, ample et grave, une voix que connaissaient tous les citoyens de Néo-Lutetia, une voix synonyme d'autorité et de puissance, aussi crainte que révérée. Exceptionnel, oui. Tu as été exceptionnel. Je n'en attendais pas moins de toi. Myrdath, qui aurait reconnu ce timbre entre tous, leva les yeux, les porta au-delà de Marius, vers la haute silhouette qui les dominait tous deux. Le grand inquisiteur Yorg Arkoniev les toisait de ses pupilles délavées, comme consumées de l'intérieur. Myrdath le connaissait depuis des années, puisqu'il était son précepteur et s'était peu à peu érigé comme un pilier central de son existence. Il se dressait au-dessus d'eux dans son armatura d'inquisiteur, mi-maille réfractaire sombre, mi-métal, plus massive que celle de Myrdath, plus totale, puisque Yorg ne conservait d'humain que sa tête et une partie de son tronc. Le reste, un démon le lui avait arraché, comme il lui avait arraché le bas de son visage, qu'avalait un complexe mécanisme de cuivre qui lui permettait de s'alimenter et de respirer. À moitié enveloppé dans sa longue chasuble noire rehaussée d'argent, il imposait sa présence à tout ce qui l'entourait, point d'obscurité et de rigueur dans le chaos écarlate qui sévissait autour d'eux. Il lui suffisait d'un simple froncement de sourcils pour faire taire toute contestation. On racontait sur lui de terribles histoires. La manière dont une fois il avait traqué un démon majeur, un 9e cercle, et l'avait vaincu, mais en laissant mourir plus d'une 50aine de personnes. Pour lui, seul comptait l'éradication des démons, peu importait s'il fallait, pour cela, sacrifier quelques innocents. Si on voulait s'en convaincre, il suffisait de croiser ses pupilles glacées, poinçonnées d'une minuscule perle noire, qui ne scièrent pas une fois, ni ne se troublèrent de quelque émoi que ce soit devant le carnage. Un 9e cercle, constata-t-il avec une calme assurance. Oui, confirma Myrdath qui se sentit obligé de préciser. 894 Ewin. Yorg hocha la tête et reporta son regard sur elle, ce regard qui effrayait les cristallopoles entières, ce regard que tous redoutaient, mais qui réchauffa pourtant le cœur de Myrdath. Car elle, contrairement à tous les autres, conservait un souvenir différent du grand inquisiteur Yorg Arkoniev. Ce souvenir, il remontait à cette nuit-là, alors qu'elle griffait le parquet de sa maison transformée en antichambre de l'enfer, des ongles brisés de la seule main qui lui restait, que le monstre invisible, ébauché par le sang de son père et la clarté dansante du brasier qui se déformait à son passage, s'approchait d'elle, prenant tout son temps pour lui présenter les membres avec lesquels il allait la mettre à mort. Elle ne voyait plus que lui, dans son esprit abruti d'horreur qui luttait encore pour survivre, cette main qui agrippait soudain un tisonnier brûlant, et, ignorant la douleur, le brandissait. Et soudain il était là, grande ombre noire, s'interposant entre elles les flammes et le démon. La créature qui attaquait, et lui, calme, posé, comme à une exécution, qui levait son bras arme, le canon chromatique qui crachait son rayon à la teinte étrange, et anéantissait l'apparition infernale. Alors, sous son regard partagé entre incrédulité et adoration, il se retournait,
La fixée de ses yeux si pâles qui semblaient la jauger pesait le pour et le contre d'une grave décision. Était-il réel? Se souvenait-elle s'être demandé du fond de l'océan de douleur qui la taraudait? Ou seulement un fantasme né de son esprit abîmé par tant d'horreurs? Et s'il était réel, était-il un ange? Ou l'émissaire de la mort venu la prendre? Au-dessus du complexe et inquiétant masque de cuivre qui avalait le bas de son visage et lui conférait des allures d'insecte, ses yeux la dépiotaient, l'auscultaient. Quand il s'était mis en mouvement, elle avait fermé les yeux, acceptant le sort, quel qu'il soit. Elle avait senti la poutre qui écrasait ses jambes se soulever, la douleur atteindre un nouveau seuil alors que le sang affluait à nouveau, puis son bras. Elle avait retenu un hurlement qu'elle avait transformé en plainte sourde. Des mains mécaniques l'avaient soulevée comme si elle ne pesait rien, l'avaient portée contre une large poitrine. Sa tête avait reposé contre le cuivre froid du respirateur dont elle entendait le sifflement ténu et régulier et le petit claquement des valves. Une voix s'était élevée, grave, puissante, à la diction claire, aux intonations légèrement métalliques, comme si elle était produite par des cordes d'acier. « Comment t'appelles-tu » Myrdat, avait-elle seulement répondu, ne pouvant plus. « Myrdat, » avait-il murmuré, avant d'ajouter comme s'il se parlait à lui-même. Les voix du Seigneur sont décidément impénétrables. Il l'avait emportée. Malgré la douleur de ses membres brisés, broyés, elle s'était pelotonnée contre sa poitrine et avait ressenti un profond sentiment de paix et de sécurité. Ce sentiment qu'elle éprouvait encore aujourd'hui en sa présence, comme si, tant qu'il était là, rien ne pouvait l'atteindre. Jorg qui s'agenouilla à côté d'elle pour poser une de ses mains sur son épaule et affirmer. « Après moi, tu deviens la première inquisitrice à avoir affronté et vaincu, seule, un démon du 9e cercle. » Il ajouta après un instant, mais on n'entendit que le sifflement ténu et les petits claquements métalliques de son masque de cuivre. « Je suis fier de toi, Myrdat. » Ces quelques mots prononcés de cette voix aux consonances inquiétantes gonflèrent d'orgueil le cœur de Myrdat. Jorg était avare de compliments, tout le monde le savait. Aussi recevoir de lui cette reconnaissance, c'était plus qu'elle n'en avait jamais espéré. Si elle ne s'était retenue, elle en aurait versé une larme de bonheur. Jorg se tournait déjà vers Marius. « Commissaire, je vous remercie d'avoir porté assistance à mon inquisitrice, mais je ne peux m'empêcher de me demander ce que vous faites ici. Étiez-vous au concert ?» Il y avait eu une attention aiguë dans les yeux du grand inquisiteur posés sur Marius. Le commissaire, rectifia Myrdat, m'a apporté son secours. C'est avec lui que je me trouvais sur l'Orient Express. « Ah, c'est donc vous » s'exclama Jorg. Pour vous servir, votre Excellence, confirma aussitôt Marius à son ton. Il était difficile de dire s'il se moquait ou s'il était sérieux. Jorg, en tout cas, demeura de marbre. L'expression de son regard ne varia pas d'un iota. Il répondit seulement. « Il faut que vous me racontiez tout ça, mais d'abord... » Il fit un signe à un autre inquisiteur de moindre rang qui se précipita vers lui et lui tendit un objet qui luisait d'une clarté que Myrdat connaissait bien. Une sorte de capsule transparente scellée par 2 capuchons de cuivre, une batterie de licanium. « Commissaire, demanda Jorg. aidez Myrdat à se retourner, je vous prie. » Marius l'interrogea du regard, elle hocha la tête. La saisissant à bras le corps, il l'assista pour se tourner face contre le parquet de la scène. L'instant suivant, elle sentait des mains ouvrir sa combinaison sur sa nuque, dénuder son dos, puis une étrange sensation dans le bas de sa colonne vertébrale au-dessus des hanches. Il y eut un cliquetis. Elle sentit quelque chose lui être arraché. « Nom de... » souffla Marius. « Je vous prie de ne pas blasphémer en ma présence. » Jorg, bien sûr, juste avant qu'elle ne ressente une nouvelle secousse à la base de son dos. « Es-tu prête ?» interrogea le grand inquisiteur. Elle hocha la tête, serra les dents, en prévision. Un cliquetis, on enclenchait quelque chose en elle, puis la douleur, fulgurante, terrible, alors que ses prothèses licanomatiques se reconnectaient à son système nerveux et lui envoyaient à nouveau leurs impulsions. Elle retint un cri avant que ne s'estompe la souffrance et que ne vienne la félicité d'avoir retrouvé ses membres. Elle leva son bras droit, rétracta son canon chromatique. Son avant-bras pivota sur son axe, sa main mécanique se déploya. Elle en plia les doigts avec délectation avant de se redresser sur ses jambes. Il y avait pourtant quelque chose de bizarre. Elle frappa le sol du pied droit et passa à travers le parquet. Confuse, elle se tournait vers Jorg pour s'excuser, mais ce dernier la devança.
J'ai été équipé avec les batteries que nous venons de recevoir aujourd'hui. Elles sont de nouvelle génération, plus puissantes. Tu vas devoir te recalibrer un peu. Le visage de Myrdat s'illumina alors qu'elle testait les capacités de ses membres mécaniques, sentait l'énergie affluer en eux. Grisée, elle aurait volontiers fait quelques essais, peut-être un peu de boxe avec Marius, mais Jorg n'en avait pas terminé. Maintenant, vous allez me dire ce qui s'est passé sur l'Orient Express et ici même. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Myrdat vit le regard de Marius, qui n'aimait visiblement pas être commandé, en tout cas pas de cette manière, et par un cureton s'assombrir. Craignant un éclat, elle se lança donc dans le récit de leurs aventures depuis leur rencontre à bord du train. Jorg écouta sans mot dire, si ce n'était pour exiger une précision ou une autre. Marius se prêta au jeu et répondit sans mauvaise grâce au grand inquisiteur quand il l'interrogeait. Quand enfin ils eurent fini, Jorg s'approcha de la dépouille d'Aïda que deux hommes en blouse blanche examinaient déjà. Voilà donc celle à qui nous devons tout ce grand gâchis. Il avait lâché ce dernier mot comme il aurait déploré le saccage d'un potager. La mort de dizaines d'oligarques n'avait pas l'air de l'émouvoir outre mesure. Il se pencha sur le cadavre de la cantatrice. Les deux hommes s'écartèrent aussitôt sans demander leur reste. On ne contestait pas les faits et gestes de Jorg. Les contester, c'était aller contre la volonté de l'Église et donc celle de Dieu. Et dans un tel lieu, au milieu des victimes démembrées d'une créature démoniaque, on n'avait aucune envie de contrarier les puissances d'en haut et ses représentants, surtout celui-là. La main mécanique de Jorg passa sur celle d'Aïda, sembla suivre quelques signes invisibles. Elle a fait enlever son tatouage, remarqua-t-il. Mais il était bien là. C'était une licanienne, confirma Marius. Je l'ai vue sur un fluorotype. Elle est entrée en 1911. Une licanienne. Approuva Jorg. Et une mutante. Curieusement, il n'avait pas dans sa voix le mépris qu'avait témoigné l'aiguilleur, mais un intérêt froid, aigu, un désir de savoir, de connaître un des visages de son adversaire. Sa main remonta, saisit le collier qui entourait le cou d'Aïda, ce bijou qui contenait le fragment de licanium. C'est avec ça qu'elle a invoqué le démon. Avec une délicatesse étonnante, il détacha le bijou et l'ôta du cou de la cantatrice défunte pour le tenir dans sa paume. Invoquer un démon. Il parut réfléchir, examinant l'objet sous toutes les coutures. Ce serait un précédent fâcheux. On ne peut pas invoquer des démons. Vous en êtes sûr, votre Excellence intervint Marius. Pourtant, c'est bien l'impression que ça donne. Jorg garda le silence un long, très long moment, où l'on n'entendit plus que le léger sifflement des valves et le claquement de quelques pièces mécaniques de son armure. Son regard insoutenable pesa sur Marius comme un fer glacé, ce regard consumé, délavé, comme si son propriétaire s'était penché sur les plus profonds abîmes de l'enfer et y avait laissé une part de son humanité. Myrdat, qui les observait tous deux se défier l'un l'autre, devina que Marius employait toute sa volonté pour ne pas se détourner. Enfin, Jorg concéda comme il aurait accordé une faveur. C'est vrai que c'est troublant. Il va falloir que notre Sainte Église et le chapitre inquisitorial enquêtent là-dessus. Il ajouta après un instant. Mais cela, commissaire, c'est notre travail, pas le vôtre. Notre tâche ici est terminée, en tout cas en ce qui concerne ce démon. Jorg rappelait à Marius de manière polie mais ferme les prérogatives de l'Église et celles de la Crispole. Bref, il le remettait à sa place. Et Marius détestait ça. Myrdat le devinait qui bouillait et se retenait. Jorg enfonçait le clou. N'avez-vous pas une affaire en suspens, commissaire? Si j'ai bien suivi votre explication, votre terroriste a disparu et les réponses qu'elle pouvait vous apporter avec elle. Vous devez reprendre votre enquête. Nous n'avons que trop abusé de votre précieux temps. Il y eut à nouveau entre les deux hommes un long silence que Marius finit par briser. « C'était un plaisir, votre Excellence, et ne vous inquiétez pas, dans l'avenir, si le besoin s'en fait sentir, je serai toujours là pour prêter main forte. » Ce disant, il lança un regard vers Myrdat. Jorg répondait déjà. « C'est très urbain de votre part, commissaire. J'en prends bonne note. » Était-ce une menace voilée que Myrdat devinait dans les paroles de Jorg? Elle n'eut pas le loisir de s'interroger. Le grand inquisiteur se tourna vers elle. « Et toi, Myrdat, as-tu autre chose à me dire au sujet de ce qui s'est passé ce soir ?» Il
désigna le cadavre d'Aïda, dont les yeux encore ouverts semblaient contempler quelque impossible ailleurs, mais lequel? Même les pires des criminels confient parfois des choses importantes au moment de rendre la... Pourrait-elle communiquer des informations qui pourraient nous éclairer? Devant le terrible regard de Yorg et sa moitié de visage humain, Myrdat sentit un poids glacé peser sur son cœur, hésita. Elle avait jusqu'à présent omis dans son récit tout ce qui concernait ses parents, et quelque chose lui hurlait devant ce visage pour partie mécanique qui avait toujours été pour elle un repère et un soutien, qu'elle ne devait pas en parler. Alors que le léger sifflement et les claquements métalliques rythmaient le silence, elle prit sa décision et, pour la première fois de sa vie, mentit à Yorg. « Non, rien d'intéressant, grand inquisiteur. » Elle haussa les épaules. « C'était une criminelle. Elle a été châtiée par ses propres péchés. » Se disant, elle évita de regarder en direction d'Aïda comme si elle fuyait, mais dans son dos, sa main humaine étreignait encore le cylindre mémoriel que lui avait confié la cantatrice mourante. Les yeux de Yorg glissèrent sur Marius, qui se trouvait toujours là. Ce dernier lui rendit son regard avant de se détourner, de descendre de la scène et de s'éloigner en enjambant les cadavres qu'examinait une armée de légistes, de membres de l'Église, et quelques fluorographes qui fluidogravaient les premières images avant que l'on ouvre les lieux aux journaux. Par-dessus toute cette agitation, Myrdat, à côté d'elle, entendit s'élever la voix calme et froide de Yorg. « Tout ceci ne demeurera pas sans conséquence. » Ces mots soulevèrent en elle un long frisson. Sa main poussa le cylindre dans sa manche. Le grand inquisiteur ne savait pas combien il avait raison.